La conférence sur le climat se poursuit à Marrakech, au Maroc. Le président ivoirien Alassane Ouattara multiplie les rencontres. Il a échangé avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La Côte d'Ivoire se prépare pour les élections législatives du 18 décembre. La commission électorale indépendante a clôturé depuis 17 h le dépôt des candidatures. Les candidats avaient 10 jours pour le dépôt de leur dossier. Les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire ont été équipées pour faire face à toutes les formes de menaces terroristes. Le président de la République leur a fait don de 189 véhicules, dont les blindés et des embarcations. Et les choses s'accélèrent en République démocratique du Congo. Le pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Badibanga. Sa nomination est le fruit d'accords politiques signés le mois dernier. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Nous partons tout de suite pour le Maroc, où se poursuit la conférence sur le climat. Le président ivoirien et ses pairs africains veulent parler d'une seule voix, afficher l'unité de l'Afrique pour faire face au changement climatique. 3 priorités retiennent donc l'attention des chefs d'État présents au Maroc: lutter contre la désertification, protéger les zones insulaires et reboiser le bassin du Congo. En marge des travaux à Marrakech, comme vous le voyez, le président Ouattara multiplie les rencontres. Il a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les relations entre leurs deux pays ont été évoquées. Les élus locaux sont aussi à Marrakech pour apporter leur voix dans la lutte contre le changement climatique. Les élus locaux et régionaux ont élaboré une feuille de route. Ils demandent plus d'accès à la finance, un accès pour le financement des projets verts. Le reportage sur place de Mamadou Kwasi. Si la COP22 est considérée comme celle de l'action et des solutions, une place importante doit être accordée aux collectivités territoriales car elles sont celles qui vont mettre en œuvre les différents plans d'action élaborés. Un sommet international des élus locaux et régionaux sur le climat, une initiative des autorités marocaines et des structures en charge des collectivités. Mais en tout cas, on aura aujourd'hui le lancement d'une vraie dynamique d'action qui permettra d'échanger entre les partenaires, entre collectivités locales, mais également entre partenaires multisecteurs et multiniveaux. Une entreprise saluée par les pouvoirs locaux. Tous réclament plus d'accès à la finance climat pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les changements climatiques. C'est très important. Les fonds climat aujourd'hui devaient être destinés prioritairement aux projets et programmes de l'Afrique pour atténuer et s'adapter aux effets climatiques. On a un problème fondamental, la question des feux de brousse, la question de la transhumance. Et avec les conflits éleveurs-agriculteurs, la question aussi du traitement des déchets ménagers, des eaux usées. Dans 20-25 ans, la majorité de nos concitoyens seront dans les villes. Donc comment faire pour les accueillir, les nourrir, les soigner, les transporter? C'est ça le défi. La lutte contre le changement climatique doit se faire au niveau des territoires. Certes, le gouvernement a la mission de définir la politique générale et les orientations, mais la mise en œuvre se fera sur les territoires et les impacts sont ressentis sur les territoires, dans les régions, dans les communes, dans les villages. C'est la raison pour laquelle nous devons plus que jamais nous impliquer, être davantage sensibiliser également nos populations. Et dans ce combat planétaire, les chefs traditionnels veulent apporter leur contribution, d'où leur participation à cette assise. Nous devons nous impliquer. Nous devons absolument nous impliquer, aider les maires à nous aider. Une déclaration dite la feuille de route de Marrakech a été faite. Cette déclaration a été remise aux championnes de la lutte contre le changement climatique en vue de l'intégrer aux conclusions de cette 22e conférence des partis. Et la COP22, qualifiée de COP de l'action après celle de Paris, s'achève demain, vendredi 18 novembre. La conférence sur le climat qui se déroule à Marrakech a démarré, je rappelle, lundi dernier. Et les pays sont invités à aller au-delà de leurs engagements, à passer donc à l'action pour sauver la planète. Loin du Maroc, ici en Côte d'Ivoire, les préparatifs des sites des Jeux de la francophonie concentrent de plus en plus l'attention. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le parc des sports de Trècheville, le canal aux Bois et l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, sont les sites qui vont accueillir les 8e Jeux de la francophonie l'année prochaine. Des travaux de rénovation se tiennent en ce moment sur ces lieux. Ils ont été visités aujourd'hui par une délégation conduite par le Premier ministre ivoirien.
Dans les câblons d'un camp a pu donc se rendre compte. Ces travaux réalisés à 70% dans l'ensemble et il est satisfait du niveau d'avancement de ces travaux donc, qui sont en cours. Les faits se déroulent à Yamoussoukro. La nuit de mardi à mercredi a été agitée dans la capitale politique ivoirienne. Le commissariat de police du 2e arrondissement de la ville a été attaqué et saccagé par une foule en colère. À l'origine, la mort d'un jeune homme. Il aurait perdu la vie après avoir sauté du véhicule de police. Après une rafle, on en sait plus avec notre reporter Kader Sogotogo. Commissariat du 2e arrondissement de Yamoussoukro au quartier Djoulabougou. Voici ce qui reste de ce service de sécurité après le passage d'une foule en colère. Les faits. Les éléments de police en fonction dans ce commissariat procèdent depuis un moment à une série d'interpellations communément appelées rafles. Dans la nuit du mardi 15 novembre, journée de la paix, le nommé Nani Tenansilué, 22 ans couturier, est interpellé et embarqué à 22 h alors qu'il sortait de son atelier. Installé parmi d'autres individus, il décide de sauter du véhicule de police. Malheureusement, selon sa famille, il se retrouve sous les pneus. Conduit d'urgence au CHR, il va rendre l'âme. Une situation qui va provoquer la colère des populations de Djoulabougou qui vont détruire ce commissariat. Le père et la mère du défunt, malgré la douleur de voir partir l'aîné de leurs 2 enfants, en appellent au calme. C'est Dieu qui m'a donné. Dieu a repris. Donc, il ne faut pas qu'il me mette quelque chose dedans. J'ai enterré mon enfant, donc c'est fini. La police s'est abstenue de tout commentaire. Un renfort de la brigade anti-émeute et de la compagnie républicaine de sécurité venu d'Abidjan est dans la capitale politique. Le défunt, Nani Tenansilué, lui, a été inhumé le mercredi 16 novembre en début d'après-midi. Et les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire ont été équipées pour mieux accomplir leur mission de sécurisation, faire face à toutes les formes de menaces terroristes. Le président de la République a fait don de 189 véhicules, dont des blindés et des embarcations. Les clés de ces véhicules ont été remises par le ministre des Affaires présidentielles au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'était à l'École nationale de police. Abou Sanogo pour le reportage. Ce sont au total 104 véhicules dont des blindés pour le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 59 véhicules dont des blindés et 16 embarcations pour le ministère de la Défense et 26 véhicules pour le groupe de sécurité de la présidence de la République offerts par le président de la République Alassane Ouattara aux forces de sécurité et de défense. Du matériel roulant qui vient renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Les clés de ces engins ont été remises par le ministre des Affaires présidentielles, Birahima Ouattara, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce matériel roulant, qui va sans doute renforcer la mobilité de nos forces sur le terrain, vient compléter d'une part le matériel de sécurité de dernière génération qui est également en cours de livraison et ne peuvent être exposés. Et d'autre part, les investissements en infrastructures en cours de réalisation. Nos forces de défense et de sécurité sont donc suffisamment équipées pour donner une réponse efficace à toutes les menaces terroristes. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, ce geste du chef de l'État va permettre aux forces de sécurité et de défense de faire face à toutes les menaces terroristes. Nous sommes très reconnaissant au président de la République qui a réagi immédiatement. À chaque fois qu'il y a une situation particulière en face, il y a une réponse appropriée. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que nous avons donné plus de moyens à nos hommes, nous avons eu de meilleurs résultats en termes d'efficacité. Avec ce matériel adéquat, les forces de défense et de sécurité pourront lutter contre toutes les formes de menaces terroristes. Voilà, la lutte contre le terrorisme se renforce en Afrique. Grand Bassam, ici en Côte d'Ivoire, vient d'abriter la 8e réunion des chefs de renseignement et de sécurité de la zone sahélo-saharienne. Cette rencontre placée sous l'égide de l'Union africaine a permis aux participants de passer en revue le processus de Nouakchott qui vise à lutter contre le terrorisme. Mahama Traoré, Ouattara. Pour les 11 pays signataires du processus de Nouakchott, pas question de laisser le terrorisme prendre pied dans la zone sahélo-saharienne.
C'est sur cette nécessité qu'ils ont planché 2 jours durant à Grand-Bassam, sur les lieux où la Côte d'Ivoire a connu sa première attaque terroriste. Un symbole comme pour réaffirmer que la Côte d'Ivoire et les États de la bande saharienne restent et resteront debout face à la menace terroriste. Durant cette session, il a été évidemment question de coordination du travail, d'échange d'informations, de formation, de renforcement des capacités et également la possibilité de déployer une force africaine dans le cadre de la force des Nations Unies MINUSMA au Nord Mali pour mieux traiter donc de la dimension terroriste. Outre ces avancées, les participants ont également planché sur la mise en place prochaine d'un mandat d'arrêt africain pour les personnes accusées d'actes terroristes. C'est un processus juridique qui demande une expertise certaine et qui aussi nécessite une certaine concertation et coordination avec les États membres afin que quand il est élaboré, il est accepté par tout le monde et à ce moment-là, il est facilement mis en œuvre. Lancé en mars 2013 par l'Union africaine, le processus de Nouakchott vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres de la zone sahélo-saharienne en vue de lutter contre le terrorisme. Et la Côte d'Ivoire se prépare pour les législatives du 18 décembre. La Commission électorale indépendante a clôturé le dépôt des candidatures depuis 17 heures aujourd'hui. Les candidats aux élections législatives, je rappelle, avaient 10 jours pour le dépôt de leur dossier. Le témoignage d'Herman Guivi. Une longue file d'attente devant la Commission électorale indépendante ce 17 novembre 2016. Dernier jour du dépôt des candidatures pour les législatives. Les plus chanceux ont pu accéder à la cour. Pour les autres, il faudra tirer un trait sur ces législatives. Parmi les déposants, des visages connus et inconnus. Pas un jour indiqué pour le faire. Nous avions un délai qui court jusqu'à ce soir. Tant qu'on est dans le délai, bon, il n'y a pas de problème. Je suis candidat indépendant. Ce n'est pas facile dans les juridictions pour signer les documents. Nous, particulièrement, j'étais à Vavois depuis hier, parce que je suis dans la circonscription de Vavois, j'étais à Daloa, à la justice. En fait, tous ces documents, ça n'a pas été facile. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis arrivé à temps. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes venus avec la liste de nos candidats au niveau du RHDP et ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté majeure. Oui, tout se passe bien. Je suis arrivé ici autour de 15 h. Voilà, je n'ai pas voulu me précipiter pour déposer mes dossiers, donc j'ai voulu attendre le dernier jour. C'est juste tactique. À chacun sa stratégie. Les campagnes pour les législatives se tiendront du 10 au 16 novembre 2016. Et les femmes qui ont aussi un mot à dire dans ces législatives ont ouvert le débat depuis ce matin sur la participation des femmes dans le processus de paix à travers un séminaire international. Le thème retenu, promouvoir la participation des femmes dans le processus de paix en Afrique. Ce séminaire qui va se tenir donc sur 2 jours est conjointement organisé par l'ONU Femmes et l'OIF. Sidonie Davila. L'Afrique francophone appelle à une participation pleine et entière des femmes dans tous les processus de paix. Mais comment mieux les impliquer dans ces actions? C'est la question à laquelle tente de répondre ce séminaire international. La représentante spéciale des Nations Unies en Côte d'Ivoire propose des solutions. Au moins 3 des domaines essentiels, à savoir l'adoption d'une planification soucieuse de la parité entre les sexes, la participation des femmes aux efforts de paix, la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles pendant et après les conflits ont guidé l'action de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Des actions entreprises en collaboration avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné, alors directrice générale du Programme national de cohésion sociale. La femme est un vecteur naturel de cohésion sociale. Nous voyons que la femme a un rôle très important dans la société et c'est pour cela que nous faisons d'elle le partenaire privilégié pour entretenir la paix, pour anticiper sur les conflits. Ce qui vaut pour la Côte d'Ivoire vaut aussi pour le Mali, le Burundi et les autres pays de l'Afrique francophone. Ses connaissances et son expérience, le professeur Mariatou Koné entend les approfondir et les partager au 2e jour de ce séminaire qui a un intérêt particulier pour le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Nous sommes venus pour évaluer
voir les progrès qu'il y a eu sur la résolution 1325-2000 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Quand on prend le cas de la participation des femmes au processus de prise de décision, avec le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, où aujourd'hui les femmes ivoiriennes sont passées de 15 à 25% de femmes au gouvernement, de 17 à 30% de femmes au Conseil économique et social, et surtout les actions qui sont menées sur le terrain par les femmes. La Côte d'Ivoire est un exemple et nous allons partager cela avec nos frères et sœurs. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et ONU Femmes sont les deux entités initiatrices de ce séminaire international. Ces organisations appellent ainsi à une participation pleine et entière des femmes dans tous les processus en Afrique, car l'avenir du continent est dans les mains de sa population et de sa population féminine en particulier, soutiennent leurs représentantes. L'Union européenne vient d'appuyer la mairie de Yopougon dans la mise en place d'un projet intitulé « Projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale ». Il a été initié en 2014. L'objectif est de renforcer l'unité et la paix à travers des activités socio-culturelles et sportives au profit des populations de Yopougon et d'Abobo. L'heure est maintenant au bilan. Voyons cela avec notre reporter Serge Kolia. En initiant le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale, PACS, la commune de Yopougon s'est fixé un objectif, contribuer à la paix mutuelle et à l'unité retrouvée à Abobo et Yopougon après les différentes crises en Côte d'Ivoire. Le projet d'un montant de plus de 278 millions de francs CFA, financé par l'Union européenne, a duré 3 ans. 3 ans d'intenses activités sportives et socioculturelles en vue de promouvoir la paix, la solidarité et l'entente. Nous pensons que les activités que nous avons pu réaliser tout au long de ce projet ont contribué un tant soit peu à rapprocher les populations. À chaque occasion, a indiqué Donipo Kone, le coordonnateur, les populations ont communié ensemble. Elles ont montré leur ferme volonté de vivre dans un climat de convivialité, d'amitié et de fraternité. Côté infrastructure, le PACS a favorisé la réhabilitation et l'équipement de 8 sites abritant des infrastructures socioculturelles et sportives. Les populations bénéficient désormais d'espaces de divertissement et de détente qui sont des cadres dédiés au moment de retrouvailles et de renforcement des liens d'amitié. À l'heure du bilan, tous les partenaires, notamment l'Union européenne et les municipalités d'Abobo et de Yopougon, se disent satisfaits. Autour des activités socio-culturelles et sportives, la cohésion sociale, la réconciliation. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que cet objectif a été atteint vu les différents témoignages. Nous avons été ravis de constater l'appropriation de deux communes, Yopougon et Abobo, ainsi que des décrets de satisfaction qui a été manifesté de manière très ouverte par les participants. Plusieurs témoignages de bénéficiaires ont également noté l'impact positif du parc, le projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale qui s'est déroulé de 2014 à 2016 à Abobo et Yopougon. Dans le domaine agricole, intéressons-nous à la filière anacarde, aujourd'hui porteuse de beaucoup d'espoir par l'importance de la production, plus de 700 000 tonnes en 2015. Une production qui fait de notre pays le premier producteur mondial devant l'Inde, premier pays transformateur. Mais quels sont les défis à relever devant cette croissance exponentielle de la production et un intérêt certain pour les paysans? Élément de réponse avec Noël Niagno. Premier producteur mondial de cajou avec 702 510 tonnes en 2015, doublé du statut de premier exportateur de noix brutes au monde. C'est bien, mais être dans le top 10 des transformateurs du cajou, parce que c'est une spéculation à forte valeur ajoutée, c'est encore mieux. Et pour bien faire les choses, la Côte d'Ivoire a identifié les origines de la faiblesse du taux de transformation. Les contraintes majeures dans la transformation de cette spéculation en Afrique en général portent notamment sur la faiblesse des capacités technologiques, les problèmes de qualité, les difficultés d'accès aux marchés internationaux et la faiblesse des capacités techniques. À ces contraintes, il faut ajouter les difficultés d'accès au financement tant des équipements que de l'exploitation. Les origines connues, il faut des équipements et des technologies capables d'aider à porter son taux de transformation de 10% actuellement à 35%, puis à 100% en 2020. Une ambition difficile mais pas impossible, d'où la nécessité de fédérer les énergies. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et plus de 8 autres pays africains ici présents sont en train d'écrire
le prochain chapitre de l'histoire de l'anacarde en Afrique et au niveau mondial. Voilà qui explique la tenue du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde qui est à sa 2e édition avec un thème lourd de sens. L'industrialisation de la filière anacarde en Afrique devrait également prendre en compte la création d'unités industrielles par les Africains eux-mêmes grâce à la promotion de l'entrepreneuriat national à travers la valorisation des champions nationaux et la mise en place de structures d'accompagnement et d'assistance aux initiatives locales, notamment des femmes et des jeunes. Sur 3 jours, équipementiers, banquiers, chercheurs, agro-industriels, pouvoirs publics et autres acteurs de la filière vont échanger et harmoniser leur approche dans des rencontres en tête-à-tête à l'effet de nouer des partenariats gagnant-gagnant. L'Agence américaine pour le développement international et la Société financière coopérative, WACO Crédit, ont mis en place une ligne de crédit pour les PME agricoles. Le montant s'élève à 12 milliards de francs CFA. Le partenariat a été signé hier et le but est de réduire la pauvreté en milieu rural et améliorer la sécurité alimentaire. Lansene Bakayoko. Ce partenariat de 3 ans entre l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et la société financière coopérative Oike Crédit permettra de fournir une facilité de garantie sur les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises orientées vers l'exportation. Ce programme rendra possible qu'un nombre plus large de petites et moyennes entreprises accèdent aux crédits nécessaires pour développer leurs activités. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit mis à disposition. Il s'agit pour les 2 parties de faire de l'investissement agricole un moyen efficace de création d'emplois et d'accroissement des opportunités économiques en faveur des populations rurales. Pour les petits exploitants agricoles ivoiriens, c'est une niche à fructifier. En finançant ces PME, on permet de créer des marchés pour les petits producteurs. Donc c'est vraiment cela la finalité de l'opération. Notre stratégie s'articule autour du développement des chaînes de valeur, la noix de cajou, l'anacarde, les fruits, les céréales. Cette garantie de crédit fait partie intégrante d'une assistance plus globale du gouvernement des États-Unis en Côte d'Ivoire et dans la région. Objectif, promouvoir le commerce et la croissance économique. La 3e édition du Salon international de la géomatique s'est ouverte hier à Abidjan. La géomatique 2016 est couplée avec les 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones. Le thème de la rencontre, l'administration des terres et le développement durable. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? Réponse avec Victoria Ngoa. Ils sont 300 experts venus de 19 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord pour échanger et partager les expériences sur la gestion foncière. Les problèmes liés au foncier sont un frein au développement socio-économique et source de conflits. Sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, des dispositions ont été prises pour consolider la sécurisation foncière, rappelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Ramatali Bakayoko. Des avancées certes, mais beaucoup reste à faire, dira le représentant du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Foncier rural, aménagement du territoire, gestion de l'information spatiale, planification et gouvernance du territoire, des thématiques d'actualité à voir et revoir à l'occasion de la 3e édition de la géomatique 2016. Thème, l'administration des terres et le développement durable. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? Les sciences géomatiques jouent un rôle essentiel dans la prise de conscience des enjeux et des conditions du développement durable, parce qu'elles permettent d'anticiper les problèmes et de proposer des solutions innovantes. Et c'est ce que nous attendons de ce salon. Problématique importante dans le contexte ivoirien parce que la bonne administration des terres garantit la paix sociale. Il s'agit donc pour nous de mettre en lumière dans ces premiers temps ce qui est fait, c'est-à-dire les réformes courageuses et éclairées entreprises par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui engage résolument la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020. Opportunité unique de présenter en terre ivoirienne les expériences réussies, affirme le commissaire général des 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones FGF, Émile Koko Adjoumali. Coupler cette rencontre avec les 5e universités de perfectionnement de la FGF permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier aussi de formation. Fidèle aux objectifs de paix et de solidarité,
La FGF est prête à accompagner tout ce qui concourt à la sécurisation foncière, rassure son président François Mazué. Dans les pays francophones et notamment... Comment redynamiser le capital humain et améliorer l'employabilité des apprenants et de l'enseignement technique de la formation professionnelle? Le sujet est évoqué au cours d'une rencontre qui se tient au lycée technique d'Abidjan. Et la rencontre se tient en présence du ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi. Pour permettre aux élèves d'accéder à des formations de qualité et améliorer les conditions d'enseignement, un séminaire a été organisé par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce séminaire relatif à la validation du plan stratégique de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle permettra ainsi de redynamiser et valoriser cet ordre d'enseignement. Nous avons besoin d'avoir des programmes de formation qui sont adaptés au marché du travail. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui le marché c'est d'avoir plus de diplômés dans le domaine des bâtiments et travaux publics, il faut qu'on ouvre des filières dans ce domaine, plus que d'ouvrir des filières par exemple au niveau du secrétariat. Troisièmement, nous avons des établissements privés qui souvent ne sont pas aux normes. Nous voulons les réformer et les mettre aux normes pour que les enseignants soient qualifiés et que les bâtiments dans lesquels on enseigne nos enfants soit en conformité avec les normes proposées. Au cours de ce séminaire, il sera question pour les participants d'analyser 3 documents et d'y apporter des remarques et suggestions. Il s'agit notamment du document de diagnostic et d'orientation stratégique 2016-2025, du document relatif au plan d'action de mise en œuvre et celui sur les textes juridiques de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre a également annoncé la construction de 27 nouveaux établissements d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA. L'atelier se tiendra sur 3 jours avec 150 participants repartis dans 3 commissions. Hors de la Côte d'Ivoire, les choses s'accélèrent en République démocratique du Congo. Le pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Badibanga. Il avait été élu en 2011 sous les couleurs de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, principale force de l'opposition congolaise, avant d'être radié par la suite. Cette nomination est le fruit de l'accord politique signé le mois passé entre le pouvoir et une frange de l'opposition. Aux États-Unis d'Amérique, l'ex-candidate démocrate Hillary Clinton s'adresse pour la première fois à ses partisans après sa défaite face au républicain Donald Trump. Elle a fait sa première sortie officielle hier. Hillary Clinton se dit déçue. Ce résultat, selon elle, est le signe de profonde division dans le pays. Pour autant, elle appelle ses partisans à croire en leur pays, les États-Unis d'Amérique. Sylvie Touré. Première apparition publique pour Hillary Clinton après l'imprévisible revers subi à la présidentielle du 8 novembre dernier. Malgré le sourire et la bonne humeur qu'elle affiche, l'ex-candidate démocrate avoue avoir du mal à s'en remettre. Je dois admettre que venir ici ce soir n'était pas la chose la plus facile pour moi. Il y a eu plusieurs fois depuis la semaine passée où tout ce que je voulais faire était de rester au chaud avec un bon livre ou nos chiens et ne plus jamais quitter la maison. Pour Hillary Clinton, l'issue du scrutin présidentiel est évocatrice de profonds clivages. Elle appelait ses partisans à rester déterminés. Je sais qu'au cours de la dernière semaine, beaucoup de gens se sont demandé si l'Amérique était le pays que nous pensions être. Les divisions mises à nu par cette élection sont profondes. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci. L'Amérique en vaut la peine, nos enfants en valent la peine, croyez dans notre pays, luttez pour nos valeurs et n'abandonnez jamais. Lutter pour les valeurs des démocrates, un combat qui s'annonce âpre au vu des résultats des dernières élections présidentielles et sénatoriales qui ont consacré le recul du parti. Cette sortie d'Hillary Clinton vise surtout à maintenir la flamme allumée en vue des échéances futures, une question de survie. Il a fait campagne pour elle. Le président américain Barack Obama s'apprête à céder le pouvoir à son successeur Donald Trump, vainqueur de la présidentielle aux États-Unis. Le président sortant est en visite sur le continent européen. C'est une tournée d'adieu sur le vieux continent pour assurer les alliés de l'Amérique après l'élection de Trump. Après la Grèce, cap sur l'Allemagne. Barack Obama a déclaré vouloir tout faire pour assurer le succès de son successeur après l'avoir rencontré pendant 1h30 à la Maison-Blanche jeudi dernier.
Et on va terminer par cette bonne nouvelle en provenance du Qatar. Le médaillé d'or de taekwondo des derniers Jeux de Rio au Brésil, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé Junior a été élu meilleur athlète africain des Jeux olympiques de Rio 2016. Il a été élu à l'unanimité par l'Association des comités olympiques nationaux d'Afrique. Le vote s'est déroulé mardi et le champion olympique a dédié son trophée à la jeunesse ivoirienne ainsi qu'à ses proches. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.